J'ai regardé ma femme se préparer pour sa fête du travail, en omettant soigneusement de m'inclure dans le plan. Avant de sortir, elle a souri d'un air narquois, « Je ne peux pas t'emmener. Ces baskets et ce polo me mettraient dans l'embarras. » Le lendemain matin, au lieu du café au lit, elle a eu quelque chose de très différent. J'ai regardé ma femme Amélia appliquer son rouge à lèvres comme si elle peignait un chef-d'œuvre, et je ne peux pas me défaire du sentiment que je suis sur le point de devenir l'idiot de l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle se prépare pour un autre de ces événements de réseautage dans son entreprise technologique. Le genre d'événement où des cadres ambitieux sont censés discuter des projections trimestrielles autour de champagne et d'amuse-gueule. Le genre d'événement où elle semble toujours oublier certains sous-vêtements. « Ne m'attends pas, Liam, dit-elle sans prendre la peine de me regarder dans le miroir. Il sera tard, très tard. Je suis assis sur notre lit king size dans notre chambre de banlieue parfaitement aménagée, regardant la femme que j'ai épousée il y a 15 ans. La maison qui nous entoure crie le succès. Comptoir en marbre, plancher de bois franc, un garage pour 3 voitures, mais tout sonne creux comme un décor de cinéma. Tout semble parfait de l'extérieur, ce qui dans ce quartier signifie probablement que tout pourrit de l'intérieur. Nouvelle robe, je demande, même si je connais déjà la réponse. C'est une tenue noire qui coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine, et elle lui va comme si elle avait été peinte sur elle. Julien me l'a achetée, dit-elle nonchalamment, comme s'il était normal qu'un patron fasse cela. Il a dit que je devais avoir l'air à la hauteur pour la présentation de ce soir. Julien Vance, son PDG, la cinquantaine, cheveux argentés, conduit une Bentley, et a le genre de sourire qui vous donne envie de compter vos doigts après lui avoir serré la main. Je l'ai rencontré exactement 3 fois lors d'événements d'entreprise et chaque fois, il m'a regardé comme si j'étais quelque chose de collé à sa chaussure. Quel genre de présentation a lieu à 20h un vendredi, je demande. Elle se retourne enfin et je vois ce regard dans ses yeux. Celui qui dit que je pose les mauvaises questions. Le genre qui fait que les gens sont promus, Liam. Le genre qui paie pour cette maison est ton petit passe-temps d'investissement. Mon petit passe-temps d'investissement. C'est ça. Le portefeuille qui vaut plus que son salaire annuel. Mais elle appelle ça un passe-temps parce que je travaille de la maison en pantalon de survêtement au lieu de parader dans une tour de bureau en verre et des costumes à 1000 $. Une voiture klaxonne dehors, pas n'importe quelle voiture. Je peux dire au son que c'est quelque chose de cher, quelque chose qui ronronne au lieu de rugir. C'est mon transport, dit-elle en attrapant son sac. Pas de baiser d'au revoir. Pas de je t'aime. Juste le cliquetis des talons sur le bois franc et la porte d'entrée qui claque. Je me dirige vers la fenêtre et la regarde se glisser sur le siège passager de la Bentley de Julien. Même du 2e étage, je peux la voir se pencher et lui donner un baiser. Il ne semblait pas que ce soit sur sa joue. La voiture s'éloigne et je reste debout dans ma propre maison, me sentant comme un étranger. Je me serre 3 doigts de bourbon et m'installe dans mon bureau à domicile. L'ordinateur portable d'Amélia est toujours ouvert sur le comptoir de la cuisine. Elle vérifiait ses courriels pendant que ses cheveux séchaient. Elle a toujours été négligente avec les mots de passe, utilisant le nom de notre chien pour tout. Rusty 123 n'est pas exactement la sécurité de Fort Knox. Je ne devrais pas regarder. Je sais que je ne devrais pas regarder, mais le bourbon me rend curieux, et la curiosité me rend imprudent. Son courriel est une mine d'or de coups bas d'entreprise et de politique de bureau. Mais ce sont les messages textes qui me donnent des frissons. Des messages entre elle et Julien, entre elle et 3 autres femmes cadres, entre elle et 2 vice-présidents masculins. Ils ne discutent pas des projections trimestrielles. J'attends avec impatience la présentation spéciale de ce soir, a écrit Julien hier. Assure-toi que Jennifer et Lisa connaissent le code vestimentaire, ou son absence. La réponse d'Amélia, déjà gérée. Liam travaille tard de toute façon. Il ne fait jamais attention à ce que je fais. Il y a plus. Tellement plus. Des photos que je ne veux pas voir, des arrangements que je ne veux pas comprendre, et tout un réseau qui me retourne l'estomac. Mais ce qui m'atteint vraiment, c'est le fil de discussion à mon sujet. Liam commence à se méfier, a écrit Amélia à quelqu'un nommé Evelyne. Alors gère-le, a répondu Evelyne. Ou nous nous en occuperons pour toi. Il ne va nulle part. Tout son portefeuille est lié à nos options d'achat d'actions. S'il me quitte, il perd tout. Je me penche en arrière sur ma chaise et fixe l'écran. Elle a raison. Bien sûr, quand nous nous sommes mariés, j'ai tout mis dans un compte d'investissement commun,
fortement pondéré en faveur des actions de son entreprise. Cela semblait romantique à l'époque, parier notre avenir sur son succès. Maintenant, cela ressemble à la décision financière la plus stupide du monde. Mais voici le truc quand on est sous-estimé. Cela vous donne une marge de manœuvre. Je prends des captures d'écran de tout, chaque message, chaque photo, chaque petit secret sale. Puis je creuse plus profondément dans les finances de l'entreprise, en croisant les références avec les noms que je vois dans ces messages. Ce que je trouve me fait sourire pour la première fois depuis des mois. Julien et son cercle restreint n'ont pas seulement des relations inappropriées. Ils manipulent les cours des actions, se livrent à des délits d'initiés et utilisent leur petit club privé comme monnaie d'échange pour les promotions et les contrats. La SEC se régalerait avec ces informations. Mon téléphone vibre. Un texto d'Amélia. Ne m'attends pas. La présentation dure très tard. Je pourrais rester chez Evelyne. Evelyne, la femme qui veut me gérer. Je réponds, pas de problème. Je travaille sur une nouvelle stratégie d'investissement. Un grand mouvement est à venir. Elle ne répond pas. Je passe les 3 heures suivantes à cartographier toute leur opération. À 2 heures du matin, j'ai suffisamment de preuves pour les détruire tous. Mais j'ai aussi autre chose, un plan. Vous voyez, le truc avec la vengeance, c'est que ce n'est pas un plat qui se mange froid. C'est meilleur servi chaud, salissant, et devant le plus de monde possible. Je suis toujours réveillé quand Amélia rentre à la maison à 4 heures du matin, puant un parfum cher qui n'est pas le mien. Elle pense que je dors, mais je la regarde à travers des yeux mi-clos pendant qu'elle prend une douche et se glisse dans le lit à côté de moi. Bonne présentation, je marmonne, faisant semblant de me réveiller. Très productive, chuchote-t-elle. Rendors-toi. Mais je ne me rendors pas. Je suis réveillé pour de bon, pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, Amélia est partie avant que je ne me lève, ne laissant qu'une note sur un exercice de renforcement d'équipe pour le week-end. J'appelle mon meilleur ami, Jacques Rillet, un ancien flic qui dirige une agence de détectives privée depuis un bar miteux du centre-ville qui a une salle de boxe à l'arrière. J'ai besoin de ton aide, je lui dis quand il répond. Quel genre d'aide? Le genre qui soit me rend ma vie, soit cause de sérieux ennuis judiciaires. Il y a une pause, puis le rire rauque de Jacques. Je vais faire du café. Ça sent la longue conversation. Je saisis mes clés et me dirige vers la porte, mais quelque chose me fait m'arrêter et regarder la maison. Notre forteresse de banlieue parfaite avec son aménagement paysager parfait et sa façade parfaite. Quand j'aurai terminé, rien de tout cela n'aura d'importance. Soit je serai libre, soit je n'aurai plus rien à perdre. Quoi qu'il en soit, j'en ai fini d'être l'idiot de l'histoire de quelqu'un d'autre. Le bar de Jacques, le Knockout, est situé dans la partie du centre-ville que la gentrification a oubliée. C'est le genre d'endroit où le café est fort, le whisky est plus fort, et personne ne pose trop de questions sur la raison pour laquelle vous avez besoin d'un détective privé qui garde une salle de boxe entièrement équipée au sous-sol. Je trouve Jacques derrière le bar, lisant un journal et buvant ce qui ressemble à de l'huile de moteur. Il approche les 60 ans, bâti comme une borne d'incendie, et a le genre de visage qui en a trop vu, mais qui parvient toujours à tout trouver amusant. Tu as l'air d'un zombie, dit-il sans lever les yeux. Tu te sens mieux? Je m'assois sur un tabouret de bar et fais glisser mon téléphone sur le comptoir. Jette un œil à ses captures d'écran. Jacques met ses lunettes de lecture et fait défiler les messages. Son expression ne change pas, mais je vois sa mâchoire se crisper. Après 15 minutes, il pose le téléphone et me regarde. Depuis combien de temps ça dure? D'après l'historique des messages, au moins 6 mois, peut-être plus. Et que veux-tu faire exactement? Divorcer d'elle? Porteur ça aux flics? Je secoue la tête. Je veux démanteler toute leur opération. Je veux qu'ils perdent tout ce qui leur est cher. De la même manière qu'ils ont joué avec ma vie. Jacques verse 2 verres de whisky même s'il est à peine midi. Tu es sûr de ça? Parce qu'une fois que nous nous engageons sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Tu deviendras quelqu'un d'autre. Je suis déjà quelqu'un d'autre. Je ne l'ai juste pas encore admis. Il hoche lentement la tête. D'accord, mais on fait ça intelligemment. C'est une partie d'échecs, pas de dames. Et la première règle des échecs, c'est que tu ne laisses jamais ton adversaire savoir que tu joues avant qu'il ne soit trop tard. Au cours des 2 heures suivantes,
Jacques et moi esquissons ce qu'il appelle la matrice de la vengeance. Chaque personne dans le petit réseau d'Amelia, leurs faiblesses, leurs points de pression, leurs secrets. Jacques a des contacts partout, anciens flics, flics actuels, journalistes, hackers, et ce qu'il appelle poliment des courtiers en information. La clé, explique Jacques, c'est de les faire se détruire les uns les autres. Tu ne veux pas être celui qui détient les preuves. Tu veux être celui qui les a convaincus de s'exposer. Quand je quitte le Knockout, j'ai un plan qui rendrait un stratège fier. Étape 1, rassembler plus d'informations. Étape 2, identifier des alliés parmi leurs ennemis. Étape 3, créer le chaos. Étape 4, regarder tout s'effondrer. Au cours des jours suivants, je deviens un fantôme dans ma propre vie. Amelia le remarque à peine. Elle est trop occupée par ses projets et ses présentations. J'utilise ce temps pour mettre en œuvre le plan de surveillance de Jacques. J'engage une entreprise pour installer des caméras de sécurité autour de la maison, disant à Amelia que c'est à cause de récents cambriolages dans le quartier. Ce que je ne lui dis pas, c'est que les caméras couvrent aussi notre allée, le porche d'entrée et la rue où Julien vient la chercher. Je commence à les suivre, non pas comme un harceleur obsédé, mais stratégiquement avec l'aide de Jacques. Nous cartographions leurs habitudes, leurs lieux, leurs routines. La Bentley va toujours aux mêmes endroits. Le Penthouse de Julien, un club privé du centre-ville, et une maison dans les collines qui appartient à Evelyn Reed, la femme qui voulait me gérer. Evelyn s'avère être le véritable bras droit de Julien, une brune aux yeux perçants dans la quarantaine qui est dans l'entreprise depuis ses débuts. Elle est également mariée à un conseiller municipal qui se présente à la mairie. C'est ce que Jacques appelle un levier. Mais c'est ce que nous découvrons sur Julien qui change tout. Le patron de ta femme a un problème, me dit Jacques autour d'un café au Knockout. Sa femme a demandé le divorce il y a 3 mois. Il s'avère qu'elle a engagé son propre détective privé, et elle monte un dossier contre lui depuis des années. Quel genre de dossier? Le genre qui implique des actifs cachés, des comptes à l'étranger, et un schéma de conduite inapproprié au travail qui remonte à une décennie. Elle ne le quitte pas seulement. Elle prévoit de le dépecer morceau par morceau. Je me penche en arrière sur ma chaise. C'est elle pour la situation actuelle? Pas encore, mais je pense qu'elle serait très intéressée de l'apprendre. Eleanor Vance vit dans un manoir qui fait passer notre maison pour une maison de débutants. Elle est élégante, aux cheveux argentés, et a cette dureté dans les yeux qui vient de 30 ans de mariage avec un homme comme Julien. Quand Jacques et moi nous présentons à sa porte avec un dossier plein de preuves, elle n'a pas l'air surprise. Je m'attendais à quelqu'un comme vous, dit-elle, nous conduisant dans un salon plus grand que la plupart des appartements. Je savais que Julien préparait quelque chose de nouveau, mais je ne savais pas que cela impliquait les femmes des autres. Elle sert le thé comme si nous discutions de la météo, mais ses mains sont stables et sa voix aussi froide que l'hiver. « Que voulez-vous de moi » demande-t-elle. Un partenariat discret. Vous voulez détruire Julien légalement et financièrement. Je veux le détruire professionnellement et socialement. Nous pouvons nous entraider. Elle sourit et pour la première fois, je comprends comment Julien a bâti son empire. Cette femme est terrifiante. Qu'avez-vous en tête? C'est alors que je lui parle du gala de charité. Chaque année, l'entreprise de Julien parraine une collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants local. C'est un événement énorme. 500 invités, des spectacles en direct, une couverture médiatique locale. Julien prononce toujours un discours sur la responsabilité d'entreprise et les valeurs communautaires. L'événement de cette année a lieu dans 2 semaines. Et si je suggérais que le discours de Julien soit interrompu par des preuves audio et vidéo très intéressantes? Le sourire d'Eleanor s'élargit. Je vous aime bien, Liam. Je pense que nous allons très bien travailler ensemble. Mais d'abord, je dois m'occuper directement d'Amelia. J'ai besoin qu'elle comprenne que le jeu a changé. Même si elle ne sait pas que c'est moi qui le change, l'occasion se présente. 3 jours plus tard, Amelia se prépare pour une autre présentation. Cette fois, c'est dans un bistrot branché du centre-ville où les cadres aiment prendre leur déjeuner liquide. Elle porte une nouvelle tenue, quelque chose que Julien lui a sans doute acheté, et elle a de nouveau négligé de porter un certain article. Après son départ, je ramasse la dentelle noire sur le sol de notre chambre et la mets dans la poche de ma veste. Puis je passe quelques appels. Jacques a une amie nommée Sophia qui est une ancienne mannequin devenue actrice devenue tout ce qui paie les factures. Elle est magnifique,
intelligente et disponible pour ce que Jacques appelle des projets d'ingénierie sociale. Je passe aussi un appel à une agence de location de voitures de luxe. Si je dois gâcher la fête d'Amélia, autant le faire avec style. Le bistrot est exactement ce à quoi je m'attendais. Trop cher, prétentieux et plein de gens qui pensent que leur richesse les rend meilleurs que tout le monde. J'entre vêtu de mon plus beau costume, avec Sophia à mon bras et les clés d'une Bentley de location dans ma poche. Amélia est assise à une table d'angle avec Julien, Evelyne et 2 autres femmes que je reconnais sur les photos. Ils rient de quelque chose, probablement aux dépens de quelqu'un d'autre. Ils arrêtent de rire quand ils me voient marcher droit vers leur table, Sophia glissant à mes côtés comme si l'endroit lui appartenait. Tout le restaurant se tait. C'est le genre d'endroit où tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Amélia, dis-je assez fort pour que les tables voisines entendent. Tu as oublié quelque chose à la maison. Je sors la lingerie de ma poche et la laisse tomber sur la table, juste à côté de sa salade. Le silence est assourdissant. Liam, siffle Amélia, son visage passant du blanc au rouge. Qu'est-ce que tu fais ici? Je déjeune avec mon amie Sophia, dis-je nonchalamment. Sophia, voici ma femme, Amélia. Amélia, voici Sophia. Elle m'aide avec un nouveau projet. Sophia tend la main avec un sourire qui pourrait faire fondre l'acier. Ravi de vous rencontrer, Amélia. Liam m'attend parler de vous. Julien commence à se lever, mais je pose ma main sur son épaule et le repousse. Pas fort, juste assez pour faire passer mon message. Julien, n'est-ce pas? J'ai tant entendu parler de vos présentations. Amélia dit qu'elles sont très pratiques. Je pense que vous devriez partir, dit Evelyne, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Oh, je pars, dis-je, mais d'abord, je voulais m'assurer qu'Amélia avait tout ce dont elle avait besoin pour la réunion de ce soir. Vous savez comme elle devient oublieuse quand elle est excitée par le travail. Je me penche et murmure à l'oreille d'Amélia, juste assez fort pour que les autres entendent. Au fait, chérie, j'ai déplacé nos investissements ce matin. Diversification, tu sais. On ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. C'est là que je vois la peur dans ses yeux. Elle sait ce que ça veut dire. Elle sait que je sais. Je me redresse et souris à la table. Eh bien, nous devrions vous laisser retourner à votre déjeuner d'affaires. Viens, Sophia. Je t'ai promis un tour en Bentley. Alors que nous nous éloignons, j'entends l'explosion de conversations chuchotées derrière nous. Quelqu'un a déjà sorti son téléphone, publiant probablement la scène sur les réseaux sociaux. D'ici ce soir, la moitié de la ville saura que l'employé vedette de Julien Vance s'est fait jeter ses sous-vêtements par son mari au milieu du bistrot le plus exclusif de la ville. C'était soit brillant, soit insensé, dit Sophia alors que nous montons dans la Bentley. Peut-être les deux, j'admets. Mais ce n'était que le coup d'envoi. Cette nuit-là, Amélia ne rentre pas à la maison. Elle n'appelle pas, n'envoie pas de texto, ne m'envoie même pas un de ses mensonges habituels sur le travail tardif. Pour la première fois depuis des mois, je dors paisiblement. Mais quand je me réveille le lendemain matin, je trouve quelque chose qui change tout. Il y a une enveloppe sous notre porte d'entrée avec mon nom écrit en lettres capitales. À l'intérieur, une seule photo de moi et Jacques assis au knockout avec une note écrite au dos. Arrête maintenant ou tu seras arrêté. J'appelle Jacques immédiatement. Quelqu'un nous surveillait, je lui dis. Bien, dit-il. Ça veut dire qu'on les atteint. Quand ils commencent à faire des menaces, ça veut dire qu'ils ont peur. Quel est notre prochain mouvement? Nous intensifions. Il est temps de sortir les gros canons. C'est alors que Jacques me parle des autres. Les autres maris, les autres femmes, les autres personnes qui ont été prises dans la toile de Julien et Evelyne au fil des ans. Des gens qui attendaient que quelqu'un fasse le premier pas. Tu n'es pas seul là-dedans, Liam. Tu es juste le premier assez courageux pour faire quelque chose. À la fin de la semaine, j'ai une armée. L'entrepôt abandonné où nous nous réunissons ressemble à une scène de film policier. Mais Jacques insiste sur le fait que c'est le seul endroit en ville où nous pouvons parler sans être entendus. Le bâtiment abritait autrefois une imprimerie avant que la révolution numérique ne les mette hors service. Maintenant, c'est juste un espace vide et des échos, parfait pour planifier le genre de justice qui requiert de la discrétion. Nous sommes 6 assis autour d'une table pliante sous une seule ampoule suspendue. Moi, Jacques, et 4 autres hommes dont la vie a été affectée par le réseau de corruption et de manipulation de Julien Vance.
Il y a Mark Peterson, dont la femme Jessica a été licenciée de l'entreprise après avoir refusé de participer à l'un des projets spéciaux de Julian. Elle a fini par faire une dépression nerveuse et a passé 3 mois dans un hôpital psychiatrique. Mark conduit un taxi pour payer les factures médicales. À côté de lui, Daniel Kim, un ancien comptable de l'entreprise qui a découvert le système de délit d'initié et a tenté de sonner l'alarme. Julian l'a mis sur liste noire de tous les cabinets comptables de l'État. Daniel travaille dans une épicerie depuis 2 ans, essayant de subvenir aux besoins de sa famille avec le salaire minimum. Le troisième homme est Paul Donovan. Sa fille Megan était stagiaire dans l'entreprise l'été dernier. Elle avait 19 ans, brillante et ambitieuse. Julian a pris un intérêt particulier à son développement. Quand Paul a découvert le genre de mentorat que sa fille recevait, il est allé à la police. L'affaire a été classée faute de preuves. Mais Megan a abandonné l'université et n'a plus été la même depuis. Et puis il y a Harrison Reed, le mari d'Evelyn, le conseiller municipal candidat à la mairie, l'homme qui n'a aucune idée que sa femme est le véritable pouvoir derrière le trône de Julian. Je soupçonnais depuis des mois qu'Evelyn avait une liaison, nous dit Harrison, la voix creuse. Je ne savais simplement pas que cela faisait partie d'un système entier, un modèle économique. Jacques étale des photos et des documents sur la table. Ce n'est plus seulement une histoire de conjoints infidèles. Nous parlons d'une entreprise criminelle qui opère depuis des années. Conduite inappropriée au travail, délit d'initié, chantage, intimidation de témoins. Ces gens ont détruit des vies. Alors, que faisons-nous, demande Mark. Nous avons tous essayé la voie légale. Nous avons tous essayé de jouer selon les règles. Ça ne marche pas quand l'autre camp possède les arbitres. Nous arrêtons de jouer selon leurs règles d'e-jeu. Nous créons notre propre jeu. C'est alors que j'expose le plan que Jacques et moi avons développé. Il est complexe, à plusieurs niveaux, et conçu pour frapper Julian et son réseau sous tous les angles possibles simultanément. Phase 1, guerre de l'information. Nous divulguons des preuves sélectionnées à des journalistes financiers, à la SEC et aux concurrents de Julian. Rien de traçable jusqu'à nous, mais assez pour commencer à poser des questions inconfortables. Phase 2, destruction sociale. Nous orchestrons une série d'humiliations publiques conçues pour détruire leur réputation et leur crédibilité. Le gala de charité n'est que le début. Phase 3, dévastation financière. Nous manipulons leur propre cupidité contre eux en utilisant des informations privilégiées pour déclencher des enquêtes et des krachs boursiers. Phase 4, règlement de comptes personnels. Nous nous assurons que chacun d'eux fait face aux conséquences de ce qu'ils ont fait à nos familles. Ce n'est pas exactement légal, souligne Daniel. Ce qu'ils nous ont fait non plus, rétorque Paul. Harrison hoche lentement la tête. Je suis partant, mais je veux aussi que la carrière politique d'Evelyn soit détruite. Elle a utilisé ma campagne comme couverture pour ses activités. Quand je serai devenu maire, elle prévoyait d'être le véritable pouvoir derrière le trône. Ce ne sera pas un problème, dit Jacques. En fait, ça fait partie du plan. Nous passons les 3 heures suivantes à régler les détails, les affectations et le calendrier. Chacun a un rôle à jouer et chacun a quelque chose à perdre. Mark s'occupera de la surveillance et de la documentation. Son taxi lui offre une couverture parfaite pour suivre les cibles dans la ville. Daniel gérera la guerre financière en utilisant son expérience en comptabilité pour identifier les vulnérabilités de leurs opérations commerciales. Paul assurera la coordination avec les contacts et les forces de l'ordre. Tous les flics ne sont pas corrompus et certains se souviennent de lui avant que Julian ne détruise sa réputation. Harrison fournira des informations internes sur les contrats municipaux et les relations politiques. Jacques s'occupera des aspects techniques, de l'équipement de surveillance, des communications sécurisées et de ce qu'il appelle l'action directe. Et moi, je suis le visage public de l'opération, le mari en colère qui n'a pas peur de faire une scène. Rappelez-vous, nous dit Jacques alors que nous nous préparons à partir, nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes des citoyens en quête de justice par des moyens non conventionnels. Tout ce que nous faisons doit être défendable, même si ce n'est pas techniquement dans les règles. La première phase commence immédiatement. Daniel utilise ses anciens codes d'accès à l'entreprise que Julian n'a jamais révoqués pour télécharger des dossiers financiers et des données de trading. Les informations sont envoyées à 3 journalistes financiers différents et à 2 enquêteurs de la SEC, le tout par des canaux anonymes mis en place par les amis hackers de Jacques. Mark commence à suivre Julian, Evelyn et Amelia, documentant leurs mouvements et leurs réunions.
En une semaine, nous avons une carte complète de leurs activités, y compris plusieurs réunions avec des fonctionnaires municipaux dont Harrison n'était pas au courant. Paul contacte ses relations dans les forces de l'ordre, partageant juste assez d'informations pour les intéresser sans révéler notre implication. Et Harrison commence à poser des questions pointues lors des réunions du conseil municipal sur les contrats municipaux et les incitations fiscales de l'entreprise. La pression commence à se faire sentir presque immédiatement. Julien engage une société de sécurité privée pour le protéger et effectuer des évaluations de menaces sur ses ennemis. Evelyn commence à varier ses routines et à vérifier la surveillance. Amelia devient paranoïaque et méfiante, regardant constamment par-dessus son épaule, mais ils commettent une erreur cruciale. Ils supposent que la menace vient de l'extérieur de leur cercle. Ils ne soupçonnent jamais que l'un des leurs nous fournit des informations. C'est alors que les choses deviennent dangereuses. Je quitte le Knockout après une réunion de planification quand deux hommes en costume cher m'approchent sur le parking. Ce ne sont pas des flics. Les flics ne portent pas de chaussures à $1000. Mais ils ont le genre de confiance qui vient de savoir qu'ils peuvent blesser des gens sans conséquence. Monsieur Thompson, dit le plus grand, nous devons avoir une conversation. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire, je réponds, tout en calculant les distances jusqu'à ma voiture, jusqu'au bar, jusqu'à la rue. Oh, si. Vous voyez, vous avez causé des ennuis à des gens très importants. Des gens qui n'aiment pas les ennuis. Le plus petit s'approche. Peut-être qu'il est temps que vous vous concentriez sur votre propre vie au lieu de vous ingérer dans les affaires des autres. C'est alors que Jack apparaît derrière eux, tenant une batte de baseball. Messieurs, dit-il d'un ton conversationnel. Vous êtes sur une propriété privée. Je vous suggère de partir avant que j'appelle la police. Ça ne te regarde pas, vieil homme, dit le grand. Jack sourit. En fait, si. Vous voyez, Liam ici est mon ami, et c'est ma propriété, donc ça me concerne beaucoup. Le plus petit met la main à sa veste, mais Jack est plus rapide. L'homme crie et tombe à genoux. Maintenant, dit Jack au grand, vous pouvez aider votre ami à se rendre à l'hôpital, ou vous pouvez découvrir ce qui se passe quand j'arrête d'être poli. Ils partent, mais pas avant que le grand me lance un regard qui promet que ce n'est pas fini. Ils deviennent désespérés, observe Jack alors que nous les regardons s'éloigner en voiture. C'est bien. Les gens désespérés font des erreurs. La prochaine erreur se produit 2 jours plus tard quand Julien essaie de me faire arrêter. Je suis à la maison, travaillant sur mon ordinateur, quand 3 voitures de police arrivent dans mon allée. Le détective principal est quelqu'un que je ne reconnais pas, mais il a l'air d'un homme qui a été payé pour voir les choses d'une certaine manière. Liam Thompson, vous êtes en état d'arrestation pour harcèlement criminel et menace terroriste. Menacer qui? Je demande alors qu'il me menotte. Julien Vance et ses associés. Vous les avez suivis, menacés et perturbé leurs activités commerciales. L'arrestation est un coup monté. Bien sûr, Julien a tiré des ficelles pour me faire inculper sur la base de preuves fabriquées et de témoignages de témoins. Mais il a commis 2 erreurs cruciales. Premièrement, il a sous-estimé les relations de Jack au sein du département de police. En 1 heure, les contacts de Paul ont identifié le détective comme quelqu'un ayant des dettes de jeu et un historique d'acceptation d'argent de la part de riches accusés. Deuxièmement, il nous a donné exactement l'ouverture dont nous avions besoin pour la phase 2 de notre plan. Pendant que je suis assis dans une cellule de détention, Jack et les autres exécutent ce qu'il appelle l'option nucléaire. Chaque élément de preuve que nous avons recueilli, dossier financier, photos de surveillance, conversations enregistrées et déclarations de témoins, est diffusé simultanément aux médias, à la SEC, au FBI et au bureau du procureur général de l'État. Mais plus important encore, tout est publié en ligne avec un message simple. Voilà ce qui arrive quand on essaie de faire taire la vérité. Au moment où je suis libéré sous caution 6 heures plus tard, le monde de Julien Vance s'effondre. L'action de l'entreprise a chuté, perdant 60% de sa valeur en une seule journée. La SEC a annoncé une enquête officielle. 3 membres du conseil d'administration ont demandé la démission immédiate de Julien, et l'histoire fait la une de tous les journaux télévisés locaux. Mais les vrais dégâts sont personnels. Eleanor Vance tient une conférence de presse sur les marches du palais de justice où elle a demandé le divorce. Elle est élégante, posée et absolument impitoyable alors qu'elle détaille 30 ans d'infidélité, d'abus et de comportement criminel de son mari. Je suis restée silencieuse trop longtemps, dit-elle aux caméras. Mais quand j'ai appris que mon mari utilisait sa position pour exploiter d'autres femmes,
y compris les épouses de ses employés, j'ai su que je devais parler. La carrière politique d'Evelyn meurt en un seul cycle d'information lorsque des enregistrements de ses conversations avec Julian font surface, détaillant leurs plans pour utiliser la campagne municipale de Harrison comme couverture pour étendre leur influence au sein du gouvernement de la ville. Harrison tient sa propre conférence de presse, annonçant son retrait de la course à la mairie et son intention de divorcer d'Evelyn. Il est dévasté mais digne, et le public le voit comme une autre victime plutôt que comme un complice. Et Amelia. Amelia disparaît. Je rentre de prison pour trouver une maison vide. Elle a pris ses vêtements, ses bijoux et la moitié de nos meubles. Il y a une note sur le comptoir de la cuisine. Tu as tout détruit. J'espère que tu es heureux. Je le suis. Pour la première fois depuis des années, je suis vraiment heureux. Mais l'histoire n'est pas terminée. Julian et Evelyn ont encore des ressources, encore des alliés, et ils ne vont pas se laisser faire sans se battre. Les charges contre moi sont toujours en suspens et ils utilisent toutes les astuces juridiques possibles pour discréditer nos preuves et faire taire nos témoins. C'est alors que Jacques me parle de la phase finale de notre plan. « Tu veux en finir pour de bon ?» demande-t-il. Alors nous devons les amener à se détruire complètement. Et je sais exactement comment faire. Le gala de charité a lieu dans 3 jours. 500 des personnes les plus puissantes de la ville seront réunies en un seul endroit, s'attendant à voir Julian prononcer son discours annuel sur la responsabilité d'entreprise et les valeurs communautaires. Au lieu de cela, ils vont assister au spectacle de leur vie. La salle de bal du Grand View Hotel est tout ce que l'on peut attendre d'un événement caritatif conçu pour que les riches se sentent bien dans leur peau. Lustre en cristal, nappe blanche, serveurs en nœuds papillons portant des flûtes de champagne, et 500 invités qui possèdent collectivement la moitié de la ville. Je suis assis à une table près du fond, portant un smoking que j'ai loué pour l'occasion, regardant Julian travailler la salle comme le prédateur qu'il est. Il est charmant, confiant, et complètement inconscient que son monde est sur le point de s'effondrer devant tous ceux qui comptent. Jacques est quelque part dans le bâtiment avec Marc et Daniel. Paul est dehors dans un camion de presse avec 3 journalistes qui sont sur le point d'obtenir l'histoire de leur carrière. Harrison est à la table d'honneur, jouant son rôle de mari affligé essayant de sauver son avenir politique. Eleanor Vance est également à la table d'honneur, jouant le rôle de l'épouse bafouée assistant gracieusement à une dernière fonction d'entreprise avant que son divorce ne soit finalisé. Elle porte des diamants et un sourire qui pourrait couper du verre. Evelyn est notablement absente. Selon Harrison, elle est en mode de gestion de crise depuis que l'histoire a éclaté, essayant de sauver ce qui reste de sa carrière et de sa réputation. Mais son absence ce soir fait en réalité partie de notre plan. La soirée se déroule normalement pendant le dîner et la vente aux enchères silencieuses. Julian donne sa performance habituelle, humble, charmante, parlant de l'engagement de l'entreprise envers la communauté et de l'importance de redonner. Si vous ne le saviez pas, vous penseriez qu'il est un pilier de la société au lieu d'un criminel qui a utilisé sa position pour exploiter les gens et manipuler les cours des actions. Mais je sais mieux. Nous savons tous mieux. Le moment arrive où Julian monte sur scène pour son discours principal. Il est détendu, confiant, savourant les applaudissements de personnes qui pensent encore qu'il est respectable. Mesdames et messieurs, commence-t-il. Merci de vous joindre à nous ce soir pour soutenir la fondation de l'hôpital pour enfants. Votre générosité fait une réelle différence dans la vie des familles de notre communauté. C'est alors que Jacques coupe les lumières. Pendant exactement 3 secondes, la salle de bal est plongée dans l'obscurité. Assez longtemps pour que Jacques accède au système audiovisuel de l'hôtel et remplace la présentation de Julian par la nôtre. Quand les lumières reviennent, l'écran derrière Julian montre un tout autre type de présentation. Des photos de Julian avec diverses femmes dans des positions compromettantes, des enregistrements audio de lui discutant de manipulation d'actions et de délits d'initiés, des vidéos de lui chez Evelyn, clairement pas là pour des raisons professionnelles. Mais la pièce maîtresse est un enregistrement que nous avons fait de Julian et Evelyn discutant de leur employé à problème, y compris des plans spécifiques pour m'accuser de crimes que je n'ai pas commis et détruire la vie de quiconque menaçait leur opération. La salle de bal éclate dans le chaos. Julian se retourne et voit ses propres actions affichées en haute définition derrière lui. Il essaie de parler, mais son microphone a été coupé. Il essaie de quitter la scène, mais les contacts journalistes de Paul sont déjà là avec des caméras et des questions. Monsieur Vance, pouvez-vous commenter l'enquête de la SEC? Est-il vrai que vous avez manipulé les cours des actions? Quelle est votre réponse aux allégations de conduite inappropriée au travail?
Mais Julien ne regarde pas les journalistes. Il me regarde, et pour la première fois depuis que tout a commencé, je vois une peur réelle dans ses yeux. C'est alors qu'Eleanor se lève à la table d'honneur. « Mesdames et messieurs, dit-elle, sa voix portant clairement à travers le chaos. Je m'excuse pour cette interruption, mais je pense qu'il est important que vous sachiez tous la vérité sur l'homme que vous honoriez ce soir. » Elle se dirige calmement vers le microphone, et d'une manière ou d'une autre, sa présence impose suffisamment d'attention pour calmer la salle. « Mon mari, Julien Vance, est un criminel, dit-elle simplement. Il a utilisé sa position pour exploiter des femmes à des fins personnelles, manipuler les marchés financiers et détruire la vie de quiconque menaçait son pouvoir. Les preuves que vous voyez ce soir ne sont qu'une fraction de ce que j'ai découvert pendant notre mariage. » Elle fait une pause, regardant directement Julien, qui est figé sur scène comme un cerf dans les phares. « Je suis restée silencieuse pendant 30 ans parce que j'avais peur. Peur de ce qu'il pourrait me faire. Peur de perdre tout ce que j'avais construit, peur d'être seule. Mais je n'ai plus peur. Et aucun de vous ne devrait l'être non plus. » La salle est maintenant complètement silencieuse. Tout le monde est suspendu à ses lèvres. Julien Vance n'est pas un pilier de la communauté. C'est un prédateur qui s'est caché derrière des événements caritatifs et une respectabilité d'entreprise tout en détruisant des vies. Et cela s'arrête ce soir. C'est alors que les agents du FBI que Jacques a contactés entrent dans la salle de bal. Ils ne font pas de scène. Ils n'en ont pas besoin. Ils s'approchent simplement de Julien et le placent tranquillement en état d'arrestation pour fraude sur les valeurs mobilières, complot et racket. Les charges que nous ne pouvions pas faire tenir individuellement ont été regroupées dans une affaire fédérale dont il ne peut pas se sortir en achetant ou en intimidant qui que ce soit. Alors qu'il l'emmène, Julien me regarde une dernière fois, mais au lieu de la peur ou de la colère, je vois quelque chose d'inattendu dans ses yeux. Du respect. Comme s'il réalisait enfin qu'il avait sous-estimé la mauvaise personne. Les conséquences sont rapides et brutales. Evelyne est arrêtée à son domicile quelques heures plus tard. Les preuves de son implication dans le complot sont accablantes, et contrairement à Julien, elle n'a pas les ressources pour une longue bataille juridique. Amélia refait surface 3 jours plus tard, essayant de négocier l'immunité en échange de son témoignage contre Julien et Evelyne. Elle a finalement réalisé que sa loyauté envers eux n'avait jamais été réciproque. Elle n'était qu'un atout de plus, jetable, dans leur opération. L'entreprise s'effondre en une semaine. Le conseil d'administration licencie toutes les personnes liées au cercle restreint de Julien, mais il est trop tard. L'action devient sans valeur. La SEC gèle tous les actifs et la faillite est inévitable. Mais voici la belle partie. Je l'avais vu venir. Vous vous souvenez quand j'ai dit à Amélia au bistrot que j'avais déplacé nos investissements? Ce n'était pas juste une menace, c'était la vérité. Il y a 3 mois, quand j'ai découvert sa liaison, j'ai discrètement liquidé tout notre portefeuille et tout réinvesti dans les concurrents de Julien. Pendant que son entreprise s'effondrait, je m'enrichissais. Le décompte final, Julien prend 15 ans dans une prison fédérale. Evelyne en prend 8 et perd sa licence d'avocat. Amélia obtient une probation en échange de son témoignage, mais sa carrière dans l'industrie technologique est terminée. Harrison remporte l'élection municipale haut la main, faisant campagne sur une plateforme de transparence gouvernementale et de réforme éthique. Marc obtient pour sa femme le traitement de santé mentale dont elle a besoin et lance sa propre entreprise de conseil en sécurité. Daniel est embauché comme comptable judiciaire au FBI. La fille de Paul, Megan, s'inscrit dans une autre université et recommence lentement à reconstruire sa vie. Et moi, je finis par détenir une participation significative dans 3 entreprises technologiques différentes, y compris celle qui a racheté les actifs en faillite de Julien. Mais la vraie victoire n'est pas financière. 6 mois après le gala, je suis assis au bar de Jacques, lisant un article de journal sur l'audience de détermination de la peine de Julien. Il avait l'air vieux et brisé sur les photos du palais de justice. Rien à voir avec le prédateur confiant qui conduisait une Bentley. Des regrets, demande Jacques en me servant un whisky. J'y pense un moment. Est-ce que je regrette d'avoir détruit mon mariage? Est-ce que je regrette d'avoir ruiné plusieurs vies? Est-ce que je regrette d'être devenu le genre de personne qui planifie des vengeances élaborées? Non, je dis finalement. Ils ont fait leur choix. Je me suis juste assuré qu'il y ait des conséquences. Jacques hoche la tête. Tu sais, la première fois que tu es entré ici,
je pensais que tu n'étais qu'un autre mari en colère cherchant à surprendre sa femme en train de le tromper. Je ne m'attendais pas à ce que tu mettes le feu à la moitié de la ville. Je n'ai mis le feu à rien, je le corrige. J'ai juste allumé une allumette et je les ai laissés faire eux-mêmes. C'est la vérité et c'est ce qui me permet de dormir la nuit. Tout ce qui est arrivé à Julian, Evelyne et Amelia était le résultat direct de leurs propres actions. Je ne les ai pas piégés, je n'ai pas fabriqué de preuves, ni détruit des innocents. Je me suis juste assuré que leur crime ait des conséquences. La maison semble différente maintenant qu'Amelia est partie. Plus grande, plus propre en quelque sorte. J'ai redécoré, me suis débarrassé de tout ce qui me rappelait elle, et j'ai transformé son bureau à domicile en bibliothèque. Je travaille toujours de la maison, mais maintenant je gère un portefeuille à 8 chiffres au lieu de jouer avec ce qu'elle appelait mon passe-temps d'investissement. J'ai engagé Eleanor Vance comme conseillère financière. Elle s'est avérée avoir un esprit brillant pour les affaires une fois libérée de l'ombre de Julian. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais simplement divorcé tranquillement d'Amelia, pris la moitié de tout, et été parti. Serais-je plus heureux? Serais-je une meilleure personne? Mais ensuite je me souviens de la femme de Marc dans un hôpital psychiatrique, de Daniel travaillant dans une épicerie, de la fille de Paul abandonnant l'université, et de toutes les autres vies que Julian et Evelyne ont affectées au fil des ans. Quelqu'un devait les arrêter. Quelqu'un devait s'assurer qu'il y ait des conséquences. Il se trouve que c'était moi. Je lève mon verre dans le bar vide et porte un toast à l'homme que j'étais. L'idiot qui pensait que l'amour et la confiance suffisaient. Qui croyait qu'il fallait jouer selon les règles. Qui n'aurait jamais imaginé être capable du genre de vengeance calculée qui détruit des vies. Cet homme est parti. À sa place, il y a quelqu'un de plus dur, de plus intelligent et d'infiniment plus dangereux. Quelqu'un qui a appris que parfois, la seule façon d'obtenir justice est de devenir le méchant de l'histoire de quelqu'un d'autre. Et vous savez quoi? Je le porte mieux qu'aucun d'entre eux n'a jamais porté leur masque. Commentaire, ce que je retiens vraiment de ceci, c'est l'importance du respect de soi. À un moment donné, beaucoup d'entre nous peuvent se retrouver dans des situations où notre confiance est trahie. C'est un rappel que fixer des limites saines est un acte fondamental de soin de soi. Nous ne pouvons pas être responsables des actions des autres, mais nous sommes toujours responsables de nos propres choix. Parfois, le pas le plus courageux est de choisir de quitter un environnement qui ne vous apporte plus la paix. Le but ultime n'est pas de se venger, mais de retrouver votre bonheur et votre calme intérieur. La vraie guérison commence au moment où vous décidez que vous méritez mieux. Rappelez-vous toujours de vous traiter avec la même gentillesse que vous donnez si librement aux autres. J'espère que vous vous sentirez toujours habilité à protéger votre paix et à honorer votre valeur. Votre bien-être est l'atout le plus précieux que vous aurez jamais.